Le 5 avril 1944, à 3h17 du matin, un avion Lysander traversa la Manche dans l'obscurité totale. À bord, une femme de 30 ans, serrée contre sa poitrine, une valise contenant un émetteur-récepteur radio de type B Mark II, pesant exactement 14 kg. Son nom de code était Nadine. Son vrai nom, Lilian Vera Rolf. Dans moins de 6 mois, elle serait morte, torturée à en perdre la raison, exécutée d'une balle dans la nuque, dans le camp de concentration de Ravensbrück. Mais cette nuit-là, elle ne savait qu'une chose, elle devait transmettre. Le reste n'avait pas d'importance. L'avion descendit à 50 mètres au-dessus des champs normands. Le pilote coupa les moteurs pendant 3 secondes, juste assez longtemps pour que le bruit de l'hélice se fonde dans le vent. Lilian sentit son estomac se soulever. Elle ferma les yeux. Pas de peur, de concentration. Elle répéta mentalement les fréquences qu'elle devrait utiliser. 5850 kHz pour l'émission, 3105 pour la réception. Elle se les répéta encore, et encore. Si elle oubliait ne serait-ce qu'un chiffre, des hommes mourraient. Elle avait grandi à Paris, dans le 16e arrondissement, fille d'un père anglais et d'une mère française. Sa langue maternelle était le français. Son accent, impeccable. Personne ne pourrait la démasquer par la phonétique. Mais les Allemands ne cherchaient pas des accents. Ils cherchaient des signaux radio. Et Lilian Rolf était l'une des meilleures opératrices que le Special Operations Executive ait jamais formé. Sa vitesse de transmission, 22 mots par minute. Sa précision, 99,4%. Son taux de détection estimé par la Gestapo, 3 semaines maximum avant capture. Elle le savait. Elle avait signé quand même. L'avion toucha le sol, dans un champ près d'Orléans. 3 hommes l'attendaient. Silhouette noire dans la nuit sans lune. Pas de mots. Pas de salutation. L'un d'eux prit sa valise. Un autre lui tendit une bicyclette. Le troisième disparut dans les arbres. En moins de 2 minutes, l'avion avait redécollé. Lilian Rolf était seule, en France occupée, avec pour seule arme un émetteur radio et une capsule de cyanure cousue dans la doublure de son manteau. Elle pédala pendant 4 heures. Pas de lampe, pas de bruit. Juste le crissement de la chaîne et le souffle de sa propre respiration. À 7h30, elle arriva dans un village dont elle ne devait jamais prononcer le nom. Une femme l'attendait devant une boulangerie. Pas de contact visuel. Lilian entra. La femme ferma la porte derrière elle. Dans l'arrière-boutique, un homme d'une 50aine d'années, les mains couvertes de farine, la regarda sans un mot. Il lui montra une trappe dans le sol. Elle descendit. L'odeur de terre humide et de moisie l'enveloppa. C'était là qu'elle vivrait. 3 mètres carrés. Pas de fenêtre. Une ampoule de 40 watts. Et son émetteur radio. Le réseau qu'elle devait soutenir s'appelait Historian. Son chef, un agent nommé Philippe Liewer, code Hamlet, avait perdu son opérateur radio 3 semaines plus tôt. Capturé par la Gestapo. Torturé pendant 6 jours. Mort sans avoir parlé. Villian devait le remplacer. Elle savait qu'elle aurait le même destin. Les statistiques ne mentaient pas. L'espérance de vie moyenne d'un opérateur radio du SOE en France occupée était de 6 semaines. Pas de variabilité, pas d'exception. 6 semaines, puis la capture, puis la mort. Elle installa son poste dans un coin de la cave. Elle déroula l'antenne, un fil de cuivre de 23 mètres qu'elle fixa au plafond avec des clous rouillés. Elle brancha l'émetteur sur une batterie de voiture. Elle mit les écouteurs. Elle attendit 21 heures précises. À 21 heures, heure de Greenwich, elle envoya son premier message à Londres. 3 lettres. Q, R, U. Je n'ai rien à transmettre. C'était le signal convenu. Cela signifiait « Je suis arrivé, je suis en vie, je suis prête ». Londres répondit en moins de 30 secondes. QSL. Accusé réception. Lilian Rolf expira lentement. Elle était opérationnelle. Les Allemands utilisaient un système de détection par radiogoniométrie appelé Funkabwehr. 3 camions équipés d'antennes directionnelles patrouillaient en permanence dans toutes les grandes villes de France. Chaque émission radio non autorisée déclenchait une alerte immédiate. Les camions convergeaient vers la source. En moins de 15 minutes, ils pouvaient localiser un émetteur dans un rayon de 200 mètres. En moins de 30 minutes, la Gestapo enfonçait la porte. Lilian le savait. Elle limitait chaque transmission à 12 minutes maximum. Jamais plus. Elle changeait de fréquence toutes les 3 émissions. Elle ne transmettait jamais depuis le même endroit 2 fois de suite. Un jour dans la cave, le lendemain dans un grenier, le surlendemain dans une grange. Elle transportait son émetteur dans une valise d'osier, déguisée en couturière itinérante. Si on l'arrêtait, elle devait dire qu'elle vendait des nappes. Personne ne devait ouvrir la valise. Si quelqu'un ouvrait, elle devait avaler la capsule de cyanure. Temps de mort estimé, 45 secondes. Elle ne l'avala jamais. Pas encore. Entre avril et juillet 1944, Lilian Rolf transmit 113 messages à Londres. Elle coordonna 17 largages d'armes. Elle organisa 3 sabotages ferroviaires. Elle servit de lien entre 6 réseaux différents. Elle ne dormait que 3 heures par nuit. Elle ne mangeait qu'une fois par jour. Elle perdait du poids. Elle perdait ses cheveux. Elle ne perdait pas sa précision. 22 mots par minute. 99,4% d'exactitude. Les Allemands ne la trouvaient pas. Mais ils se rapprochaient. Le 30 juillet 1944,
À 14h20, Lilian transmettait depuis une ferme isolée près de Nanteuil-le-Haudouin. Elle envoyait les coordonnées d'un dépôt de munitions allemand. Elle avait déjà tapé 68 mots, il lui en restait 14. Elle entendit un moteur. Pas un moteur de tracteur, un moteur de camion. Elle regarda par la fenêtre. 3 véhicules militaires allemands remontaient le chemin de terre. Elle avait moins de 2 minutes. Elle ne termina pas la transmission. Elle débrancha l'émetteur. Elle arracha l'antenne. Elle enfouit le poste sous un tas de foin. Elle sortit par la porte arrière. Elle courut vers la forêt. Elle ne regarda pas en arrière. Elle entendit des cris, des ordres en allemand, des chiens. Elle courut plus vite. Elle atteignit la lisière des arbres. Elle se retourna une seule fois. La ferme brûlait. Il n'avait pas trouvé l'émetteur, mais il savait qu'elle existait. Le réseau Historian se fragmenta. Philippe Liewer ordonna à tous les agents de se disperser. Lilian reçut l'ordre de se rendre à Paris, de se cacher chez une famille de résistants et d'attendre de nouveaux ordres. Elle obéit. Elle prit le train. Elle voyagea avec une fausse carte d'identité au nom de Thérèse Dupont, employée de bureau. Elle portait une robe grise, un chapeau noir, des gants blancs. Elle ressemblait à n'importe quelle Parisienne. Personne ne la regarda 2 fois. Elle descendit à la gare du Nord. Elle traversa la place sans se presser. Elle entra dans le métro. Ligne 4, direction Porte d'Orléans. Elle changea à Châtelet. Ligne 7, direction Mairie d'Ivry. Elle descendit à Place d'Italie. Elle remonta vers la surface. Elle marcha pendant 10 minutes. Elle frappa 3 fois à une porte bleue, attendit 5 secondes, frappa 2 fois. La porte s'ouvrit. Une femme d'une 40aine d'années, les yeux fatigués, la fit entrer sans un mot. Lilian Rolf resta cachée pendant 18 jours. Elle ne sortait jamais. Elle ne parlait presque pas. Elle lisait. Elle attendait. Elle savait que Londres préparait quelque chose. Une grande opération. Elle ne savait pas quoi. Personne ne savait. C'était mieux ainsi. Si la Gestapo capturait quelqu'un, il ne pourrait pas parler de ce qu'il ignorait. Le 25 août 1944, Paris fut libéré. Les chars de la 2e division blindée du général Leclerc entrèrent dans la ville. Les cloches sonnèrent. Les gens pleuraient dans les rues. Lilian Rolf regarda par la fenêtre. Elle vit le drapeau tricolore flotter sur la mairie du 13e arrondissement. Elle ne pleura pas. Elle ne sourit pas. Elle pensa à son émetteur radio, enterré sous le foin d'une ferme incendiée. Elle pensa aux 113 messages qu'elle avait envoyés. Elle se demanda combien de vies elle avait sauvées. Elle se demanda combien elle en avait coûté. Mais Paris n'était pas la France. Et la France n'était pas libre. Le 31 juillet 1944, 7 jours avant la libération de Paris, Lilian avait reçu un message de Londres. Elle devait se rendre à Orléans pour rencontrer un autre agent. Un homme nommé Claude Malraux, responsable de la coordination des maquis dans le Loiret. Elle devait lui remettre de nouveaux codes de transmission. Elle devait partir immédiatement. Elle partit. Elle ne revint jamais. Ce que personne ne savait, c'est que Claude Malraux avait été arrêté 3 jours plus tôt. La Gestapo l'avait torturé. Il avait tenu pendant 48 heures, puis il avait parlé. Pas de sa propre volonté, mais parce que les Allemands lui avaient brisé les doigts un par un, puis les poignets, puis les coudes. Quand il parla, il ne savait plus son propre nom. Il leur donna un rendez-vous, un lieu, une heure. Il leur donna Lilian Rolf. Le 31 juillet 1944, à 16h, Lilian arriva à la gare d'Orléans. Elle portait sa valise d'osier. Elle portait son manteau, avec la capsule de cyanure. Elle chercha Claude Malraux des yeux. Elle le vit. Il se tenait près d'un banc, seul, les mains dans les poches. Elle s'approcha, elle sourit. Il ne sourit pas. Ses yeux étaient vides. Avant qu'elle ne comprenne, 4 hommes en civil l'encerclèrent. 2 d'entre eux la saisirent par les bras, un 3e arracha sa valise. Le 4e plaqua sa main sur sa bouche. Elle essaya de mordre, elle essaya de crier. Elle essaya d'atteindre la capsule, cousue dans son manteau. Elle n'y parvint pas. En moins de 15 secondes, elle fut jetée à l'arrière d'une voiture noire. En moins de 5 minutes, elle était au quartier général de la Gestapo, 17 rue des Grands Champs. Ils ne lui posèrent aucune question. Pas ce jour-là. Le premier jour, ils la laissèrent dans une cellule, 2 mètres sur 3. Pas de fenêtre, pas de lit, un seau dans un coin. Elle resta debout. Elle ne voulait pas s'asseoir. Elle ne voulait pas montrer de faiblesse. Elle compta les heures. Elle compta les bruits. Elle compta ses respirations. Elle pensa à Londres. Elle se demanda s'ils savaient qu'elle avait été capturée. Elle se demanda s'ils avaient déjà envoyé quelqu'un d'autre. Le 2e jour, ils la frappèrent. Pas violemment, juste assez pour lui faire comprendre. Ils voulaient des noms, des adresses, des fréquences radio. Elle ne dit rien. Ils la frappèrent encore. Elle ne dit toujours rien. Ils la laissèrent seule jusqu'au lendemain. Le 3e jour, ils utilisèrent des méthodes plus précises. Ils l'attachèrent à une chaise. Ils lui immergèrent la tête dans une cuve d'eau glacée. Ils la maintenaient sous l'eau jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Puis ils la réveillaient. Puis ils recommençaient. 5 fois, 10 fois, 15 fois. Elle ne parla pas. Le 4e jour, ils brisèrent sa main gauche. Pas toute la main, juste le pouce. Ils utilisèrent une pince. Ils serrèrent lentement. Elle entendit l'os craquer. Elle hurla, puis elle se tut.
Ils lui demandèrent la fréquence de son émetteur. Elle ne répondit pas. Ils brisèrent son index. Elle perdit connaissance. Le 5e jour, ils changèrent de stratégie. Ils ne la frappèrent pas. Ils lui donnèrent de l'eau, ils lui donnèrent du pain, ils lui parlèrent doucement. Un officier de la Gestapo, un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux gris, aux yeux bleus, s'assit en face d'elle. Il parla en français parfait. Il lui dit qu'il respectait son courage. Il lui dit que la guerre était perdue pour l'Allemagne. Il lui dit qu'elle n'avait aucune raison de protéger des secrets qui ne serviraient plus à rien. Il lui dit qu'elle pouvait vivre. Elle devait juste donner un nom. Un seul. N'importe lequel. Elle le regarda dans les yeux. Elle dit non. Ils la ramenèrent dans sa cellule. Le 8 août 1944, Lilian Rolf fut transférée à la prison de Fresnes, au sud de Paris. Elle fut enfermée dans le bloc des condamnés à mort. Cellule 47. Pas de lumière, pas de fenêtre, pas de contact humain. On lui donnait une tranche de pain par jour, un bol d'eau par jour, rien d'autre. Elle perdit 15 kg en 3 semaines. Ses cheveux commencèrent à tomber, ses dents se déchaussèrent. Elle avait des hallucinations. Elle voyait son père, elle voyait sa mère, elle voyait des enfants qu'elle n'avait jamais eus. Mais elle ne parlait toujours pas. Le 8 août 1944, les Alliés étaient à moins de 100 km de Paris. Les Allemands le savaient. Ils savaient qu'ils n'avaient plus le temps d'extraire des informations. Ils prirent une décision. Tous les prisonniers du SOE seraient déportés en Allemagne. Lilian Rolf fut chargée dans un wagon de marchandises avec 93 autres femmes. Pas de siège, pas de toilette, pas d'eau. Le voyage dura 4 jours. 17 femmes moururent pendant le trajet. Lilian Rolf survécut. Le 12 août 1944, elle arriva au camp de concentration de Ravensbrück, à 80 km au nord de Berlin. On lui rasa la tête, on lui donna un uniforme rayé. On lui tatoua un numéro sur le poignet gauche, 27 342. On lui dit qu'elle n'avait plus de nom. Elle était un numéro, rien d'autre. Ravensbrück était un camp de concentration pour femmes. 50 000 prisonnières, 10 000 gardiennes et gardes SS. Pas de chambre à gaz, pas d'exécution de masse. Juste la faim, le froid, les maladies et le travail. 15 heures par jour. Transporter des pierres, creuser des fossés, fabriquer des munitions. Si on s'arrêtait, on était battu. Si on tombait, on était laissé pour mort. Si on protestait, on était fusillé. Lilian Rolf fut assignée au commando de travail numéro 7. Elle devait transporter des sacs de ciment de 50 kg sur une distance de 200 mètres. Aller-retour, 15 heures par jour. Elle pesait 42 kg. Elle ne pouvait pas porter un sac entier. Elle le traînait. Les gardiennes la frappaient. Elle continuait. Elle tombait, elle se relevait. Elle tombait encore, elle se relevait encore. Elle tint 6 semaines. Le 25 septembre 1944, elle s'effondra. Elle ne pouvait plus marcher, elle ne pouvait plus parler. Elle ne pesait plus que 37 kg. On la traîna jusqu'à l'infirmerie. Il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas de médicaments. Il y avait juste des lits de bois sur lesquels les femmes mouraient, une par une, dans l'indifférence absolue. Lilian Rolf fut allongée sur l'un de ces lits. Elle ferma les yeux. Elle pensa à Paris. Elle pensa à son émetteur radio. Elle pensa aux 113 messages qu'elle avait envoyés. Elle se demanda si cela avait servi à quelque chose. Le 27 janvier 1945, à 23h30, 3 femmes furent sorties de l'infirmerie de Ravensbrück. Lilian Rolf était l'une d'elles. Les 2 autres s'appelaient Denise Bloch et Violette Szabó. Toutes 3 étaient des agents du SOE. Toutes 3 avaient été torturées. Toutes 3 avaient gardé le silence. On les traîna jusqu'à un bâtiment isolé, à l'écart du camp principal. On les fit agenouiller. On leur banda les yeux. Un officier SS sortit son pistolet Luger. Il tira 3 fois. 1 balle dans la nuque pour chacune. Temps de mort, instantané. Lilian Rolf avait 30 ans. Son corps fut incinéré le lendemain. Ses cendres furent dispersées dans les bois entourant le camp. Aucune tombe, aucune plaque, aucune trace. Comme si elle n'avait jamais existé. Londres apprit sa mort 6 mois plus tard. Le SOE envoya une lettre à sa mère. Une lettre standard. Une lettre qui disait que sa fille était morte en service actif. Une lettre qui ne disait pas comment. Une lettre qui ne disait pas pourquoi. Sa mère pleura. Puis elle plia la lettre. Elle la rangea dans un tiroir. Elle ne la relut jamais. En 1946, le gouvernement britannique décerna à Lilian Rolf la Croix de guerre française à titre posthume. En 1947, elle reçut la médaille de la liberté britannique. En 2003, son nom fut gravé sur le mémorial de Valençay, en France, aux côtés de 103 autres agents du SOE morts pour la France. Des touristes passent devant ce mémorial chaque jour. Peu s'arrêtent. Encore moins lisent les noms. Mais dans les archives du SOE, conservées aux Archives nationales britanniques à Kew, il existe un dossier. Un dossier portant le numéro de référence HS9/10267. À l'intérieur, il y a des rapports de mission, des évaluations de performance, des transcriptions d'interrogatoires, et une note, écrite à la main par un officier du SOE, datée du 12 février 1945. La note dit simplement « Agent Nadine,
113 transmissions, 0 compromission, morte sans parler. Recommandation, honneur maximum. 113 transmissions, 0 compromission, morte sans parler. C'est tout ce qu'il reste de Lilian Rolfe. Des chiffres, des faits, et un silence qui dura jusqu'à la mort. Mais ce silence n'était pas vide, c'était un silence habité. Un silence qui protégea des dizaines d'hommes et de femmes. Un silence qui permit à des réseaux de continuer à fonctionner. Un silence qui sauva des vies. Pas des milliers, pas des centaines, peut-être quelques dizaines, peut-être moins. Mais pour chacune de ces vies, le silence de Lilian Rolfe fut la différence entre l'existence et l'oubli. Quand les gardiennes de Ravensbrück la traînèrent jusqu'au lieu d'exécution, elle ne pouvait plus marcher. Elle ne pouvait plus parler. Elle ne pesait plus que 37 kilogrammes. Mais elle était encore vivante. Et elle n'avait toujours rien dit. Les Allemands ne connaissaient aucune fréquence radio, aucun nom, aucune adresse. Ils avaient capturé une opératrice radio. Ils n'avaient rien obtenu d'elle. Ni code, ni secret, ni trahison. Juste un silence absolu. Un silence qui dura 6 mois. Un silence qui dura jusqu'à la balle dans la nuque. Un silence qui dure encore aujourd'hui. Lilian Vera Rolfe est morte à 23h30, le 27 janvier 1945, dans un camp de concentration en Allemagne. Elle avait 30 ans. Elle pesait 37 kilogrammes. Elle n'avait plus de cheveux. Elle n'avait plus de dents. Elle n'avait plus de nom. Elle n'était plus qu'un numéro. 27 342. Mais elle n'avait jamais parlé. Et c'est pour cela qu'elle reste, aujourd'hui encore, l'une des plus grandes héroïnes de la résistance française. Pas parce qu'elle a tué, pas parce qu'elle a détruit, mais parce qu'elle a tenu, parce qu'elle a gardé le silence, parce qu'elle a protégé les autres jusqu'au dernier souffle. Le silence de Lilian Rolfe n'était pas une absence, c'était une présence. Une présence qui hante encore les archives du SOE. Une présence qui résonne dans chaque nom gravé sur le mémorial de Valençay. Une présence qui murmure, dans l'obscurité de l'histoire, une vérité simple et terrible. Certains meurent en silence. Mais ce silence crie plus fort que tous les discours. Lilian Rolfe ne laissa ni journal, ni mémoire, ni témoignage. Elle ne laissa que des chiffres. 113 transmissions, 0 compromission, 30 ans, 37 kilogrammes, une balle, un silence. Et ce silence, aujourd'hui encore, protège des vies qu'elle ne verra jamais. Des vies qui continuent parce qu'elle s'est tue. Des vies qui respirent parce qu'elle a cessé de respirer. C'est cela, l'héroïsme de Lilian Rolfe. Pas un acte, pas un mot, juste un silence. Un silence qui dura jusqu'à la mort. Un silence qui continue après la mort. Un silence qui ne finira jamais.